et je suis consultant spécialiste en gestion financière pour la Banque mondiale et également pour la Banque centrale du Comore. Donc, je suis spécialisé sur toutes les questions de financement des PME et des entreprises du numérique. Et ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet, sur les solutions de financement des entreprises. Donc, c'est dans ce cadre-là que on a un peu exploré. Bon, je vais un peu présenter un peu le cabinet. Le cabinet, la vision, c'est quoi? C'est de dire comment faire pour accompagner les petites et moyennes entreprises, les entreprises du numérique, en tout cas les entreprises de façon globale, pour qu'elles deviennent des grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le défi, c'est de créer des champions locaux, nationaux, qui deviendront suffisamment puissants économiquement pour devenir des multinationales. Donc nous, on s'est positionné comme un conseiller pour l'accompagnement. Et pour accompagner une PME ou une start-up à grandir, il y a plusieurs problématiques, mais la principale problématique pour la croissance, c'est le financement. Donc, le financement, en explorant les différentes possibilités de financement qu'on a aujourd'hui, il y a le financement bancaire qui n'est pas du tout accessible, qui demande les garanties. Et on demande également, on parle de VC, fonds d'investissement, qui sont les canaux pour les levées de fonds, mais qui coûtent excessivement cher et qui sont assez longs en termes de processus d'acquisition. Et aujourd'hui, la BRVM, le marché financier, est un canal qui existe depuis à peu près 5-6 ans pour les PME, pour financer les petites et moyennes entreprises, mais qui malheureusement n'est pas du tout connu, n'est pas du tout vulgarisé, n'est pas du tout connu par les entreprises. Statistiquement parlant, 80% des entreprises sur le marché américain, sur le marché français, sur le marché asiatique, tous les marchés financiers qu'on connaît aujourd'hui, 80% des entreprises sur ces marchés-là sont financées par la bourse. 20% seulement sont financés par les banques. Dans notre environnement, 100% des entreprises sont financées soit par les banques, soit par autofinancement. Pour dire que le marché financier ici n'est pas du tout... Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter les opportunités que vous pouvez avoir en venant lever sur le marché financier, de vous faire comprendre, de décomplexifier la bourse de façon très simplifiée, et sur le marché, combien vous pouvez lever, comment vous pouvez lever, quel est le processus, ça dure combien de temps, quel est le coût, etc. Qui sont les différents acteurs de façon concrète. Donc on va aller très très vite. Un peu, c'est quoi la bourse et qui sont les différents acteurs qui sont sur le marché financier. Le marché financier, vous avez en haut ici le régulateur du marché financier, qui est ce qu'on appelle l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Donc, qui couvre 8 pays, donc les 8 pays de l'UEMOA. Donc c'est le régulateur qui va fixer les règles d'acquisition d'actions, d'obligations, etc. Qui sont les acteurs qui vont entrer sur le marché, etc. En dessous du régulateur, vous avez bien sûr le marché lui-même sur lequel est échangé les titres et les obligations, donc la BRVM. En dessous, vous avez ce qu'on appelle les SGI listing sponsor. Les SGI, je vais revenir un peu dessus parce que c'est ce qu'on appelle les investisseurs qualifiés. En dessous, vous avez maintenant le public. Vous, moi, n'importe qui. Parce que chacun de nous ici on peut acheter, on peut ouvrir un compte dans ce qu'on appelle une SGI, d'accord, pour acheter des actions ou des obligations. Donc, plus ou moins, voilà les acteurs. Mais la SGI va se positionner entre le public et le marché et le régulateur. Pour la simple et bonne raison que le public ne connaît pas, n'a pas forcément l'aptitude à analyser le potentiel économique d'une entreprise. Donc, quelqu'un qui veut investir dans une entreprise peut ne pas savoir forcément si l'action est rentable ou pas. Donc, il va ouvrir un compte dans une SGI, mais il va se faire conseiller par un analyste financier. Donc, ce qui se passe, c'est que 80% des gens qui achètent sur le marché sont des investisseurs non qualifiés, ils ne maîtrisent pas. Donc, ceux qui travaillent à les conseiller, c'est ceux-ci qui sont quasiment les 20% des investisseurs sur le marché. C'est eux qui vont se charger justement d'acheter sur le marché soit les actions, soit les obligations. Alors, quelle est la différence entre SGI et listing sponsor? La différence se fait sur le marché des actions. Sur le marché des actions, vous avez ce qu'on appelle des compartiments.
Les actions, le marché des actions, c'est quoi? C'est là où vous venez et vous cédez une partie de votre entreprise. Donc, vous cédez au moins 10% sur le marché financier, selon le compartiment. Donc, je vais revenir dessus. Vous avez 3 compartiments sur le marché des actions. Le premier compartiment, c'est celui qu'on voit là. On va revenir sur les critères. C'est un peu l'exemple, c'est le compartiment de la Sonatel, les grandes entreprises. Le deuxième compartiment, c'est la moyenne entreprise. Et le troisième compartiment, c'est celui qui concerne réellement les petites et moyennes entreprises. Les critères pour entrer en bourse sur chacun des compartiments, on va les revoir ici. Mais la différence entre SGI et listing sponsor, c'est que la listing sponsor est soit une SGI ou soit un cabinet d'expertise comptable qui a l'agrément pour accompagner une PME à entrer sur le troisième compartiment. Mais c'est ça la différence entre une SGI et une listing sponsor. Mais les listing sponsors, c'est aussi bien les SGI que les cabinets d'expertise comptable qui sont agréés par l'autorité à accompagner les entreprises à entrer sur le troisième compartiment du marché financier. D'accord? Maintenant, quels sont les critères? Le compartiment qui nous intéresse ici, et après on verra, ça va dépendre au cas par cas, c'est le troisième compartiment. C'est celui qui est récent, c'est celui qui est récent, qui date de moins de 5-6 ans. Mais on va revenir dessus. Quand vous regardez les critères pour rentrer dans le premier compartiment, on dit qu'il faut que votre entreprise soit une société anonyme. Il faut qu'elle ait un capital social minimum de 100 millions. Il faut que sa capitalisation boursière soit supérieure à 500 millions. Ça, c'est financier, donc on le calculera après, ce n'est pas important. Il faut que votre période minimale d'activité soit de 5 années. Et il faut que vous ayez une marge nette sur chiffre d'affaires sur les 3 dernières années qui soit de 3%. Maintenant, il faut que, au minimum, vous cédez 20% des parts de votre entreprise. Et en échange, on va créer entre 2 et 10 millions de titres sur le marché pour que le public puisse acheter vos actions sur le marché. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle la convention d'animation du marché. La convention d'animation du marché, c'est en réalité une convention entre l'entreprise et une banque qui va un peu garantir une partie des actions que vous avez laissées sur le marché. Parce que si les actions ne sont pas suffisamment liquides, ne sont pas achetées, il faut qu'il y ait une banque au moins qui se garantisse pour jouer l'acheteur et le revendeur pour un peu encourager les gens à acheter votre titre. Mais ça, c'est un peu plus au niveau des grandes entreprises. Les moyennes entreprises, les critères sont un peu plus simples. On dit qu'il faut que vous ayez un capital de 100 millions, mais ici, la seule différence, c'est au niveau du nombre d'années. Avec 2 années et un capital de 100 millions, vous pouvez, et bien sûr, ici, il faut aussi céder 20% des parts de votre entreprise au marché financier. Ici, la convention d'animation, elle n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire. Dans les 2 cas, elle est obligatoire. C'est dans le troisième compartiment où elle n'est pas obligatoire. Alors, entre le premier compartiment et le deuxième compartiment, vous allez émettre entre 2 millions et 10 millions de titres sur le marché. La capacité que vous avez à lever dépend en réalité de la valeur de l'action au moment où vous introduisez. On va voir tout à l'heure un peu comment on évalue. Donc, et vous avez le troisième compartiment qui est vraiment, pour moi, un compartiment, quand je discutais avec une des SGI justement, elle disait que le régulateur a justement créé ce compartiment-là pour créer des champions, pour encourager les entreprises à se développer. Parce qu'en réalité, comme je vous avais dit, statistiquement parlant, aucune économie émergente ne se développe sans un secteur privé fort. Les États-Unis sont développés parce que le marché financier est dynamique. Parce que les entreprises, dès lors qu'elles ont validé le modèle économique, qu'elles ont un historique sérieux, on a confiance pour leur donner du financement. Ça, c'est du financement risque, c'est des actions. Le public est prêt à acheter, à partager les profits et les risques de perte aussi avec vous. Donc, sur ce compartiment-là, ils l'ont initié uniquement pour vraiment encourager les PME à se développer. Donc, on a
Ici, on dit qu'il faut que la société soit sous la forme SA, qu'elle ait un capital minimum de 10 millions et qu'elle ait au moins 2 années d'activité. Ici, dans ce cas d'espèce, vous cédez 10% des parts de l'entreprise contre l'émission de 500 000 titres sur le marché financier. Ici, tout ce qui est aux conventions d'animation, ce n'est pas obligatoire, etc. On vous demande par contre de faire un plan d'affaires sur les 3 prochaines années pour voir le potentiel, où est-ce que vous allez. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que pour déterminer donc globalement le montant que vous allez lever sur le marché, ce qui va se passer, quel est le processus? Alors, très bien. Le processus, c'est que voilà les différents acteurs. Voilà les différents acteurs dont je vous ai parlé. Ça existe jusqu'au 3e compartiment. Le 3e compartiment a été créé il y a 5-6 ans. Depuis 5-6 ans, dans ce compartiment-là, 0 entreprises sont venues demander du financement. Aucune entreprise, depuis 6 ans, n'est venue demander du financement. Il y a énormément de raisons pour ça. On va en parler. Et la BRVM, ça fait 6 ans qu'à chaque rencontre des experts comptables de l'UEMOA, sensibilise les confrères, les experts comptables également sur la question pour dire, écoutez, venez sur le marché. Et encourager les entreprises à venir sur le marché. Mais les entreprises ne viennent pas. Pour plusieurs raisons. Peut-être que le langage utilisé est trop technique, parce qu'il y a certains clients que j'ai rencontrés qui ont discuté avec la BRVM, qui leur ont parlé de ce compartiment-là, mais ils n'ont pas compris que ça voulait simplement dire qu'ils pouvaient céder 10% des parts de leur entreprise et faire rentrer du cash pour développer leur entreprise. C'est aussi simple que ça. Alors, ici, quand on regarde le montant que vous êtes capable de lever, comment ça va se passer la procédure? Normalement, quand vous venez sur le marché, vous devez donner la documentation. On fait ce qu'on appelle une évaluation financière de votre entreprise. Donc, je donne un exemple d'un client sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. Son entreprise est évaluée entre 20 milliards et 30 milliards. C'est la valeur potentielle, parce qu'on donne une tranche de valeur à l'entreprise. La valeur de l'entreprise n'est pas égale au chiffre d'affaires que vous réalisez aujourd'hui, mais ce qu'on regarde, c'est le potentiel de développement de l'entreprise. Donc, ce qui fait que ce que vous cédez au marché, si on se positionne sur la borne inférieure, c'est au moins 10% de cette valeur minimale-là qui est à 2 milliards. Donc, si cette entreprise-là veut lever sur le 3e compartiment, on va faire 2 milliards divisé par 500 000 titres pour avoir le prix de l'action. Et le prix de l'action, dans ce cas d'espèce du client-là, est à 4 000 francs CFA. Après, avec la SGI, on pourra toujours descendre un peu plus bas encore. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours donner la possibilité au client, à l'acheteur, de faire de la plus-value sur le titre. C'est juste de la finance. Maintenant, aujourd'hui, la problématique, l'objectif, c'est de vous sensibiliser pour que vous compreniez comment ça marche. Jusque-là, il n'y a que ces acteurs-là. Nous, CEFIC, on s'est positionné ici. On n'est ni listing sponsor, on n'est pas public. On est cabinet d'expertise comptable. On a refusé, c'est un positionnement stratégique, de devenir listing sponsor, mais on a décidé d'être au milieu entre le public, la SGI, la BRVM et... Pourquoi? Parce qu'on a compris que les gens ne communiquent pas correctement. Donc nous, aujourd'hui, on vient en disant, on va sensibiliser le public, les entreprises, les investisseurs, sur comment faire pour venir lever. On va faire le travail de dire, on fait le montage de dossier. Ce que la listing sponsor est censé faire, on va le faire avec vous. Pour réduire le travail de la listing sponsor, nous, on va descendre sur le terrain, aller voir les entrepreneurs et on va les préparer à ce que quand ils arrivent ici, ce soit juste de la conformité, de la revue et que ça aille bim, là et là. Donc aujourd'hui, le processus, comment ça se passe? Si vous êtes une entreprise qui veut lever sur le marché, alors une chose que je n'ai pas dite, j'ai parlé d'actions, mais il y a aussi le marché des obligations.
Donc, sur le marché des obligations, vous pouvez emprunter, comme vous le ferez dans le cas d'une banque, jusqu'à 20 milliards à un taux entre 6,5% et 9% TTC. Donc, TTC, parce que dans le cas d'une banque, vous serez entre 9% et 15% TTC, et sur une durée entre 7 et 10 ans, sur le marché des obligations, et sans garantie, par contre. Dans le cas d'une banque, on va vous demander une garantie. Dans le cas d'un emprunt obligataire sur le marché financier, aucune garantie. Par contre, la principale garantie, en réalité, quand on dit on ne donne pas de garantie, vous ne donnez pas de garantie, en réalité, la principale garantie, c'est votre entreprise. Donc, simplement, les mêmes informations, les mêmes qu'on doit étudier ici, fournir ici, c'est ces mêmes informations qui vont servir à rassurer que vous pouvez emprunter une telle somme sur le marché financier. Ça, c'est donc pour vous dire que vous n'avez pas que la possibilité de céder, vous pouvez aussi émettre des emprunts obligataires. Au-delà de 20 milliards, il vous faut maintenant, là par contre, une notation de votre crédit, de votre entreprise, sur sa capacité de remboursement, pas une agence de notation. Et c'est un coût pour l'entreprise. Donc, mais c'est un coût à supporter, fondamentalement. Donc, maintenant, de façon pratique, comment ça se passe? Une entreprise qui veut donc du financement sur le marché financier, comment on structure le dossier au niveau du cabinet? On travaille avec elle jusqu'à ce qu'elle ne soit sur le marché et qu'elle lève les fonds. Et c'est à ce moment-là que le cabinet perçoit ses honoraires, la listing sponsor perçoit ses honoraires, les deux acteurs-là percevront leurs honoraires. Pourquoi? Parce que, comme on a remarqué que depuis 6 ans, les entreprises ne comprennent pas, ne viennent pas, on veut faire l'exemple. Donc nous, on s'est rapproché des listing sponsors, des partenaires, on a négocié pour que tout le dossier puisse arriver jusqu'au marché, validé par le régulateur sur le marché, et que c'est un moment où les acheteurs achètent et que l'entreprise reçoit le financement, que les honoraires sont retirés. Par contre, avant, bien sûr, d'arriver là, il y a d'autres coûts qui peuvent intervenir. Dans les critères, on dit qu'il faut que les états financiers soient certifiés par un commissaire aux comptes. Si vous avez un commissaire aux comptes, vous le certifiez, il n'y a pas de souci. Si vous n'en avez pas, nous, on travaille avec des confrères. Encore une fois, à ce niveau-là, on a encore négocié pour que ce soit facturé au résultat. Si vous n'avez pas d'état financier ou que vos états financiers ne sont pas à jour, on travaille dessus. Encore une fois, si vous avez un expert comptable, tant mieux, il le fait, tant mieux. Donc, nous, on vient juste renforcer la préparation du dossier. Nous, notre objectif, c'est d'arriver ici, c'est de vous envoyer là. Pour une première raison, quand vous arrivez là, pour financer la croissance de votre entreprise, vous êtes pourvoyeur d'emploi, vous développez le marché, vous pouvez vous internationaliser, vous pouvez vous implanter, développer énormément de choses. Deuxième élément, quand vous rentrez ici, vous rentrez dans la cour des grands. Donc là, nous, on veut être le conseil, votre conseil, pendant tout le moment où vous êtes là. Tout ce qu'il y a comme règles de gestion qu'il faut en place, on va travailler avec vous donc on va vous accompagner. Donc c'est un mariage qu'on fait avec vous dès lors que vous venez là. Parce qu'on veut s'assurer que vous soyez une entreprise de la taille d'une multinationale et un vrai champion. Pas un champion. Donc notre objectif, on a dit, la vision du cabinet, c'est d'accompagner les petites et moyennes entreprises à devenir des championnes sur le continent. Notre champ d'action, c'est l'Afrique, c'est les 54 pays d'Afrique. On commence par le Sénégal, mais on a un objectif de faire une implantation de 10 filiales, 10 pays par année pendant... Non, 5 pays par année pendant 10 ans. Donc, l'objectif est très clair, c'est d'attaquer les PME qui représentent 95% de l'économie et d'en faire des entreprises puissantes. En réalité, jusque-là, tout ça, le régulateur a fait le travail. À un moment donné, il y a un problème de communication, il y a un problème de sensibilisation, mais aussi le rôle de l'expert comptable aussi, malheureusement, on n'a pas bien fait notre job jusque-là. Il faut maintenant qu'on joue notre rôle de conseil pour vous accompagner, parce que malheureusement, vous n'êtes pas des financiers, vous êtes des experts de vos métiers. Donc, il faut compléter à cette expertise-là la partie financière pour pouvoir vous aider à structurer.
Et quand on regarde un peu, l'avantage d'aller sur le marché, ce n'est pas de faire une première levée. Aucune entreprise ne vient sur le marché pour juste faire lever de 1 milliard ou de 2 milliards, juste là et s'arrêter. Non. L'objectif, c'est de faire des levées stratégiques au fur et à mesure que votre entreprise se développe. Quand vous prenez, je ne vais pas aller loin jusqu'aux États-Unis, quand vous prenez Dangote, il est parti sur le marché. En bon africain, il a cédé juste 10% des parts de son business. Il est première fortune africaine, c'est vrai. Mais si Dangote était un peu plus visionnaire, il aurait pu battre Jeff Bezos. Pour la simple raison qu'il s'est arrêté à céder 10%. Et bizarrement, les Nigérians, les 10 hommes d'affaires du Nigeria, les plus fortunés du Nigeria, sont tous allés sur le marché de la bourse et ils ont cédé le minimum. Quand vous prenez Jeff Bezos, il a cédé au marché, pas en immédiat, mais progressivement, jusqu'à 75% de ses actions. Je ne dis pas de le faire, mais il faut le faire avec stratégie, parce que plus vous êtes... En réalité, le point, c'est quoi? Vous faites une première levée supposant un prix d'introduction de 4 000 francs CFA. Ça, c'est ce que la valeur de l'action vaut aujourd'hui. La seule chose que le marché vous demande, la seule chose que les investisseurs vous demandent, c'est ce qu'on appelle la transparence. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucun inconvénient à venir sur le marché financier. Il n'y a qu'une seule contrainte, c'est la transparence. Et la transparence, quand vous êtes même dans ce compartiment-là, c'est tellement facile parce qu'on dit quoi? On dit que chaque semestre, vous devez donner un rapport financier en plus des états financiers semestriels. Nous, dans l'accompagnement, si vous avez un expert comptable, un financier, il fait les états financiers. Mais nous, c'est nous qui nous occupons du rapport financier. Le rapport financier, en réalité, c'est le suivi de l'exécution du plan d'affaires que vous avez truqué. Donc, si vous respectez ce que vous faites, et c'est logique, un entrepreneur, lui veut se développer, donc il ne prend pas l'argent pour faire, il prend l'argent pour se développer. Donc, si vous respectez vos engagements, le cours de votre action qui était à 4 000 va évoluer. Donc, les gens vont faire confiance au titre. Ce qui veut dire quoi? Donc, vous attendez, selon votre plan de développement, vous laissez le titre monter et vous voyez, on discute ensemble pour voir le bon moment, le bon timing, si c'est nécessaire de faire une deuxième levée, une troisième levée, tout en gardant bien sûr le contrôle et ne pas perdre le contrôle. Parce que bien sûr, si vous dépassez les 51%, les 49%, les 50,01% de cession sur le marché, vous avez le risque que quelqu'un vous fasse une OPA derrière et achète vos trucs. Mais il faut le faire avec stratégie. Comme j'ai dit, ce n'est pas, ça se fait de façon progressive. Le marché financier, l'avantage avec ça, c'est un moyen de faire rentrer de l'argent rapidement pour financer votre développement. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire rentrer de l'argent en cédant des actions ou en mettant en place, en émettant des emprunts obligataires, des obligations. Vous avez les deux canaux. À vous de voir le canal qui vous convient et on fait les montages, les simulations pour voir ce qui vous arrange le mieux. C'est aussi simple que ça. Et tout le processus pour arriver là, il prend 3 mois. Au niveau de la SGI, à notre niveau, si vous nous donnez les documents qu'on travaille, maximum on travaille 1 mois. On fait 1 mois, pourquoi? Pour que quand ça arrive au niveau de la listing sponsor, ça prenne maximum 2 semaines. Parce qu'on va aller très très vite. Et quand ça prend 2 semaines ici, pour arriver là, chez le régulateur se réunit une fois chaque mois, en fin du mois, pour valider les dossiers. Donc, si on considère 1 mois, en plus des 1 mois et demi, on est sur 2 mois et demi. Donc, 2 mois et demi, si votre dossier est validé ici, la BRVM communique sur l'action ou sur l'obligation et c'est la période pendant laquelle le public doit acheter vos actions et vos obligations peut s'étendre de 14 jours à 1 mois. Mais en général, ici, il y a ce qu'on appelle une note d'information. Vous le voyez souvent, quand les SGI publient les emprunts obligataires, ils mettent ce qu'on appelle une note d'information. La note d'information donne les informations clés qui permettent à l'investisseur de décider rapidement s'il achète ou pas votre action.
Et donc, si la note d'information est bien faite, des fois, en moins de 2, 3, 4 jours, vous pouvez avoir le financement. Parce qu'on parle de 8 pays. On ne parle pas... C'est que vous avez un avantage, on va en parler tout à l'heure. Vous avez un avantage, c'est que vous payez... Déjà, un, on s'arrange pour que vous payiez à la fin. Deux, quand vous arrivez ici, vous avez aussi bien le financement qu'un coût marketing très important. Parce que automatiquement, on parle d'une visibilité dans 8 pays. Si vous aviez envisagé de vous étendre dans ces pays-là, c'est plus facile. On vous connaît déjà avant que vous n'arriviez. Donc, il y a un avantage marketing qui est important. Autre chose comme avantage qui est important aussi à venir sur le marché financier, et pour moi, ça c'est le premier avantage, c'est le principal même, au-delà même de la levée de la croissance, c'est la pérennité. Qu'est-ce qui fait que Coca-Cola, qui est l'entreprise la plus vieille de l'histoire, continue à fonctionner? La seule question, parce que les fondateurs de Coca-Cola ne sont plus là, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants. Ça, c'est clair. Même les grands cabinets, KPMG, Mazars, Deloitte, ceux qui ont fondé, Robert Mazars, il y a quelques années, il est mort. Mais l'entreprise continue à fonctionner. Ce qui fait que ça marche, c'est parce que les entreprises là ont compris qu'il faut venir sur le marché financier. Et pourquoi sur le marché financier? Parce que sur le marché financier, on vous impose, ce n'est pas pour rien qu'on vous impose d'être sous forme de la société, d'être sous forme SA. Parce que la SA, c'est la seule forme juridique qui permet à une entreprise de s'auto-gérer de façon automatique sans que le fondateur ne soit là. Parce qu'il faut un conseil d'administration. Le conseil d'administration doit être qualifié pour gérer. S'il n'est pas qualifié, une assemblée générale se tient. Ce n'est plus vous, ce n'est plus... Bien sûr, tant que vous avez 90%, 80%, vous avez le contrôle. Et n'empêche, vous aurez d'autres personnes qui vont venir, qui, même si après vous n'êtes plus là, pourront reprendre le relais. Donc, pour moi, le principal avantage, je me dis, et je suis entrepreneur, je sais comment c'est extrêmement dur d'être entrepreneur. Je me dis, c'est pas normal de travailler 30 ans, 40 ans à mettre en place un business et qu'après sa mort, 5 ans après, 10 ans après, flop. Parce que je suis désolé. Pourquoi pérennité aussi? Parce que ce n'est pas évident que vos enfants reprennent les business. Il y a des problèmes sérieux de succession. Alors que ce n'est pas lié. Le business, c'est lié à votre vocation, à la détermination, à ce que vous avez pour l'engouement. Et donc, et à votre expertise sur le sujet. Donc, si vous passez sur le marché financier, au moins en cédant le minimum, vous garantissez déjà qu'au moins, vous avez déjà mis en place l'essentiel pour que, même si vous n'êtes plus là, la gestion soit assurée, soit par des gens qui pourront continuer et perpétuer le truc. C'est pour ça que les économies développées sont là où elles sont, parce que systématiquement, ils ont compris. Comme je dis, statistiquement parlant, 80% des entreprises qui se créent aux États-Unis se financent par le marché financier. Ici, on a l'impression que le marché financier, c'est pour Orange. Je suis désolé. C'était pour Orange jusqu'à il y a 5 ans. Mais le régulateur a fait un travail extraordinaire. Sur le marché financier, la BRVM, quand vous prenez le classement des marchés financiers en Afrique, c'est la 4e place financière la plus organisée d'Afrique. Derrière l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Pour vous dire que le régulateur, franchement, il fait un très bon travail. Après, bien sûr, le problème, c'est la communication. Parce que si on parle finance trop technique à des entrepreneurs qui ne comprennent pas tout de la finance, c'est difficile pour eux de comprendre qu'ils peuvent venir lever. Et ils vont aller vers les banques qui vont leur coûter beaucoup plus cher, qui vont leur demander des garanties qu'ils n'ont pas. Donc voilà. Ne vous arrêtez pas à la forme juridique de la SA comme critère, ni même au capital de 10 millions. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, si vous avez 2 années d'activité, si vous êtes au moins sous forme sociétale, on peut faire de la transformation. Même si vous n'avez pas les 10 millions, les 10 millions, ce n'est pas que du cash, le capital. Il y a ce qu'on appelle les apports en nature. Il y a ce qu'on appelle les créances. Donc, il y a des mécanismes financiers qu'on peut utiliser pour faire votre augmentation de capital sans que vous n'ayez même à mettre. Notre job,
c'est de vous amener ici. On vous demande 3 éléments. Le premier, c'est d'avoir la vision de grandir. Et je pense qu'un vrai entrepreneur, il l'a. Le deuxième, c'est d'avoir au moins l'historique des 2 années. Et le troisième, c'est au moins d'être sous forme sociétale. Tout le reste, on va travailler avec vous pour vous amener là. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne suis pas très PowerPoint, je vais directement à l'essentiel parce que les entrepreneurs, il ne faut pas les faire perdre du temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, ici, l'accompagnement, il est couplé à la problématique fiscale parce que c'est impossible de vous amener au marché financier sans réfléchir sur une solution d'optimisation fiscale. C'est même dangereux parce que on va vous faire perdre de l'argent. Vous allez payer vos impôts, hein, mais vous pouvez payer moins d'impôts parce que la loi, il y a des conditions fiscales d'encouragement à l'investissement. Il y a énormément de mécanismes qui sont utilisés. Donc, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure. Vaut mieux 20% de 100 milliards que 100% de 1 milliard. 20% de 100 milliards, ça fait 20 milliards que 100% de 1 milliard. C'est juste pour dire que c'est sur la valeur globale. Vaut mieux la synergie, exploiter la synergie que d'y aller seul. C'est aussi simple que ça. J'ai parlé de la pérennité, j'ai parlé des alternatives. Voilà. Donc c'est bon. Alors, je pense que j'avais un tableau pour résumer juste ici. Très bien. Donc ici, c'était un tableau pour résumer un peu le coût de l'opération. Il y a le cabinet, nous, d'expertise comptable d'accompagnement. Comme on dit, on est au résultat. Il y a le commissaire au compte parce que vos états financiers sont certifiés par un commissaire au compte. Si vous avez un commissaire au compte, nos sous-sailles, vous y allez avec lui. Le plus important, c'est qu'il nous donne les rapports. Si vous avez des états financiers, donc tant mieux, vous le sortez, vous nous donnez les éléments. Le notaire, bien sûr, parce que si vous n'êtes pas sous la forme SA, il faut faire la transformation. Mais on va discuter avec vous, on va voir avec vous, parce qu'il faut faire la transformation, augmenter le capital, donc voir quel est le mécanisme le moins coûteux pour vous pour faire l'opération. Parce que, donc, vous avez votre notaire, vous travaillez avec votre notaire, hein, aucun problème encore une fois. Nous, on vient juste renforcer votre organisation. Et on savait que, et c'est là où on est allé très loin dans la proposition, on savait que si on venait voir une PME pour lui dire qu'on peut t'apporter 1 milliard, 2 milliards, et qu'il faut payer une avance sur les honoraires, elle n'aurait jamais pris. Pour la simple et bonne raison que déjà, aucune entreprise n'est partie sur ce marché-là. Donc, nous, on est parti voir les acteurs et on leur a dit, aucune PME, parce qu'on connaît les PME, ne va accepter de payer des honoraires sur des choses qui ne marchent, qui n'ont jamais vu. Et on a dit, on veut que vous nous autorisiez à aller jusqu'au résultat avec eux. Et ils n'ont pas le choix, puisque le régulateur a créé ça pour vous. C'est dans leur intérêt que vous veniez lever des fonds. C'est dans l'intérêt de tous ces acteurs. Parce que l'argent vient de qui? Des épargnants qui, au lieu de déposer leur argent sur un compte d'épargne à 3%, vont investir dans votre entreprise à un prix d'action 4 000 francs. Quel risque quelqu'un court à mettre 50 000 francs dans votre entreprise? On parle de 500 000 titres. Le risque est voilà, comment ça s'appelle? Lissé. Donc c'est plus facile. Moi, je me rappelle, il y a 5 ans, j'avais acheté des actions d'EcoBank, ça a baissé. Ça ne m'a rien dit. Alors que vous savez faire travailler l'argent. Vous produisez beaucoup plus de valeur qu'une banque qui leur donnerait 3%. Et en plus, pourquoi ils ont créé ce compartiment-là? Parce que les grandes entreprises n'ont plus une marge de croissance intéressante. La Sonatel, quel est son rendement annuel? On est à 10-12% maximum. Mais une start-up peut vous faire 30-40% de rendement annuel, des fois même 100% si vous ne savez pas faire. C'est pour ça que dans le cas même de la PME, il faut réfléchir sur l'optimisation fiscale.
Parce que c'est bien beau de faire gagner les actionnaires, mais il faut aussi protéger les intérêts en fait, les investisseurs, mais il faut aussi protéger vos intérêts. Donc on essaye de jouer l'équilibriste entre les deux parties. Et nous aussi, on a choisi le positionnement de ne pas être listing sponsor parce qu'on peut demander l'agrément. Parce que également, c'est nous qui montons, qui vous accompagnons. Donc, on croit dans l'entreprise. Donc, on veut prendre des participations également comme investisseur. Mais quand vous êtes listing sponsor, vous êtes enfermé dans une case où vous ne pouvez plus investir dans les entreprises pour lesquelles vous validez le dossier. Et nous, on n'a pas envie d'être enfermé dans des cases. C'est aussi simple que ça. Donc, de façon transparente, une chose, ça vous coûterait un peu plus cher d'aller directement vers la listing sponsor. Un peu moins cher plutôt d'aller directement vers la listing sponsor. Mais dans notre cas, ça coûte un peu plus cher parce qu'on va beaucoup plus loin que la listing sponsor. On dit on va vers l'accompagnement, on va vers l'optimisation, on va vers le conseil. On ne s'arrête pas simplement à la levée. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, pour une entreprise qui veut lever 1 milliard, avec tout ce qu'on a fait jusque-là, franchement, ce n'est pas 250 000 qu'on va discuter là. On est bien d'accord, je pense. Voilà. Donc pour moi, ça c'est le premier point. Donc la transformation à ce niveau-là, soit vous le faites avec un notaire, soit nous aussi on peut voir avec nos notaires. On a 2, 3 notaires avec qui on collabore. Mais je vous dis en même temps, ils ont refusé pour franchement 250 000 de dire qu'ils vont différer. Franchement, ça ne fait pas sérieux aussi. Donc ça, il faut l'assumer, qu'il faut le prendre en charge. Par contre, pour l'augmentation de capital, qu'est-ce qu'on a fait avec le client? Le client avait un capital à 1 million. La première année, il a fait un bénéfice net de 53 millions ou 51 millions, en tout cas une cinquantaine de millions. On a pris 10 millions dans ce bénéfice-là qu'on a affecté, voilà, en réserve, et ces réserves-là ont été affectées en capital. Donc, pour dire qu'on a fait simplement un jeu d'écriture, une augmentation de capital par incorporation de réserve. Donc, si vous avez des bénéfices, c'est un jeu de finances. Par contre, pour le faire, il faut bien sûr un rapport du commissaire aux apports qui va évaluer, qui va dire que c'est bon, que l'opération est bien évaluée, machin. Ça, on travaille avec des experts comptables confrères et c'est eux qui ont travaillé sur ça. Ça, ces honoraires-là ont été différés au résultat de l'opération. Donc, on a réussi à convaincre l'essentiel des acteurs d'aller avec nous jusqu'à la fin. Donc, l'opération d'augmentation de capital qui a nécessité un rapport que commissaire aux apports, le client n'a rien payé, ça sera payé à la fin, mais il a signé la lettre de mission, il est d'accord avec les honoraires. Les frais de notaire, quant à l'augmentation, ça il a géré avec son notaire, donc vous allez le gérer avec votre notaire. Donc en réalité, on a des clients, on a un client qui lui va faire une augmentation de capital par rapport en nature. Il a quasiment un actif de 300 millions. Il va prendre dans cet actif-là un élément et l'augmenter. On va juste évaluer l'apport en nature et s'assurer donc un rapport au commissaire aux apports encore. Ça, c'est nous qui allons le faire. Ce n'est pas nous, parce que nous, en tant que conseil, on ne peut pas faire le rapport. C'est un confrère qui va le faire et qui va sortir le rapport. Bien sûr, les honoraires sont toujours fixés et validés au travers d'une lettre de mission avec le confrère et payés. Et il accepte d'être payé au résultat. Pour la simple et bonne raison qu'il sait que ça va marcher. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on l'a géré avec ce client-là, par exemple. Et avec un autre client, c'est le même processus qu'on va utiliser. Voilà. Maintenant, pour l'évaluation. En finance, il y a plusieurs façons d'évaluer une entreprise. Il y a l'évaluation par le patrimoine, en regardant le bilan, bien sûr, les états financiers. Bien sûr, il nous faut un plan d'affaires. Forcément, il faut un plan d'affaires pour voir les projections. Ça, c'est obligatoire. C'est même pas, ça fait partie des éléments à fournir même dans le dossier. Il faut un plan d'affaires. Le plan d'affaires, si vous en avez un, tant mieux. Mais au fond, qu'on le retravaille, forcément, parce qu'il y a des éléments qu'il faut intégrer dedans. Si vous n'en avez pas, on le fait. C'est à notre charge. Tout ça, on vous le fait payer en une seule fois, à la fin. Donc, si vous n'en avez pas, on le fait. Si vous en avez, on va
prendre, on va le retravailler. Parce qu'il y a des éléments que peut-être que vous n'avez pas, mais qui sont des éléments plus financiers. Mais les éléments techniques, on va voir si l'essentiel y est et voilà, discuter avec vous. Maintenant, dans l'évaluation, vous avez plusieurs façons d'évaluer. Vous avez l'évaluation par le patrimoine. C'est de regarder aujourd'hui la situation financière de l'entreprise au travers de son bilan sur les en général, on dit 3 à 5 dernières années. D'accord? On regarde. Mais la seule méthode d'évaluation n'est pas la méthode et n'est pas forcément la plus pertinente. Tout dépend de l'activité de l'entreprise. Vous avez des entreprises, par exemple, comme dans votre secteur, là, qui des fois n'ont pas d'actifs. Vous, plutôt, les principaux actifs, c'est une plateforme, c'est machin. Là, vous n'allez pas utiliser cette méthode. Il y a d'autres méthodes. La méthode, par exemple, des cash flows, des flux de trésorerie que vous allez générer dans le futur sur au moins 5 ans qu'on va projeter. Donc, ça doit être cohérent avec votre plan d'affaires. Donc, ça doit être les informations de votre plan d'affaires simplement sur les projections financières qu'on va prendre. On va actualiser à la date d'aujourd'hui, plus ce qu'on appelle une valeur terminale. Parce qu'au-delà de 5 ans, prévoir ce que vous allez gagner devient incertain en finance. Donc, on va prévoir ce qu'on appelle une valeur terminale estimative qu'on va rajouter pour dire, voilà globalement ce que votre entreprise va générer dans les 5 ou 10 prochaines années et voilà ce que ça vaut aujourd'hui. Et donc, la valeur de votre entreprise dépend véritablement, en dehors de ce qu'elle vaut aujourd'hui, de son patrimoine comptable, de sa capacité à générer des flux de trésorerie dans l'avenir. Et donc, c'est cette valeur-là, une fois qu'on l'a calculée d'un point de vue financier, on va faire ce qu'on appelle définir un intervalle de valeur et on va se positionner sur la valeur pessimiste pour se dire, bon, ne prenons pas de risque pour le client, pour l'investisseur, et c'est cette valeur-là qu'on va attribuer. Donc, en appliquant cette méthode de projection-là, par exemple, sur ce client-là, il générait 90 millions de chiffre d'affaires, 90 millions de chiffre d'affaires la première année avec plus ou moins 50 millions de bénéfices. Deuxième année, à peu près 150 millions avec à peu près 50 millions également de bénéfices. Mais si on se basait uniquement sur ces chiffres-là, on ne peut pas dire que l'entreprise vaut 20 milliards. Mais quand on a regardé, on a fait les projections, qu'on a utilisé les taux, on est en moyenne sur une tranche de valorisation de 20 milliards parce qu'on est sur un segment quand même, le numérique, on ne parle pas d'une croissance linéaire, on parle d'une croissance exponentielle. Dans une entreprise qui peut générer 150 millions juste avec un PC, un site internet en 2 ans, excusez-moi, dans 5 ans, 10 ans, elle peut générer des milliards. C'est ce qui permet d'évaluer maintenant. Donc nous, en finance, c'est ça qui va permettre de donner la valeur, une tranche de valeur à votre entreprise. Parce qu'en réalité, votre entreprise, ce qu'elle vaut, ce n'est pas que ce qu'elle vaut aujourd'hui, mais c'est ce qu'elle vaudra plus tard. Ce qu'elle va générer plus tard en flux de trésorerie. Pour contractualiser, on va vous laisser nos cartes. Vous nous envoyez un mail juste avec votre adresse, nom de l'entreprise, coordonnées du dirigeant. On va vous envoyer une lettre de mission. La lettre de mission, franchement, sous 24 heures, parce que nous, on aime aller vite. Donc, une fois qu'on vous l'envoie, on va vous envoyer la lettre de mission et la liste des documents dont on a besoin. Et on va tenir une rencontre avec vous pour discuter, comprendre votre entreprise. Donc, qu'est-ce que vous faites comme activité? Où est-ce que vous voyez? Donc, une séance d'1 heure pour vraiment, parce que là, il faut 1 heure pour échanger avec vous, pour comprendre quelle est votre entreprise, où est-ce que vous allez, quelles sont vos projections. Plus ou moins, en tant que dirigeant, où est-ce que vous évaluez, vous avez besoin de combien en termes de financement aujourd'hui, par exemple? Parce que, par exemple, en fonction de votre besoin de financement, on saura s'il faut, dans nos calculs, s'il faut que vous cédiez 10%, 20% ou 30% en fonction de la valeur aujourd'hui de votre. Donc, on va faire, voilà. Donc, il faut qu'on ait cette séance de 1 heure là. Donc, après avoir envoyé la lettre de mission, on vous enverra en même temps que la lettre de mission la liste des documents et on va vous demander de nous proposer une date pour un rendez-vous d'1 heure pour valider. Une fois que vous avez signé la lettre de mission, qu'on s'est convenu sur les documents, qu'on reçoit les documents, on commence le travail. Le travail commence dès lors que vous avez signé la lettre de mission. Et on considère que entre le moment où vous nous avez donné les documents qu'on vous a demandé, donc signature de lettre de mission plus documents, et le moment où vous êtes censé entrer sur le marché financier, le processus doit durer 3 mois maximum. Donc nous, on a tout intérêt à ce que ça aille très très vite. Donc plus vous êtes diligent avec nous, mieux c'est pour nous.
c'est le groupe qui va être tête de file. Et si c'est le groupe, il faut qu'il ait au moins 2 années d'existence. Juridiquement, il faut qu'il ait les critères là, des chiffres d'affaires, de machin, etc. C'est aussi simple que ça. Si c'est ça, le groupe va lever et on va expliquer que dans le plan d'affaires, que c'est pour financer le développement des filiales. Donc c'est ça qu'on va défendre dans le plan d'affaires. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le groupe qui doit justifier de... Donc c'est bon pour si tant que le groupe a les critères de la SA, les états financiers, les 2 années, c'est bon. On va travailler sur le plan d'affaires pour démontrer dans le plan d'affaires que c'est pour financer les filiales qui veulent. Le plan d'affaires, on l'a trop pris comme un document banal. Mais à l'échelle là, si on va sur le marché, ça doit être un document qui doit être travaillé. Parce que là, vous ne levez pas 100 millions. Vous levez 1 milliard, 2 milliards. Ça veut dire que vous avez les moyens de financer les ressources humaines de qualité. Ça coûte cher, vous les payez cher. Votre salaire, etc. Et les acteurs qui vont vous permettre d'aller vite et de produire de la valeur. Les machines de qualité, voilà. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Là, vous levez pour pouvoir vraiment passer un deuxième cap. Parce qu'en réalité, au premier cap, avec pas grand-chose, vous avez fait ce que vous avez fait. Donc, le marché n'a plus de doute sur votre capacité à développer. Donc, vous savez, vous avez montré qu'en 2 ans, ou en 5 ans, ou en 10 ans, vous savez faire ça. C'est ça votre cœur de métier. Vous avez besoin de plus de moyens pour avoir des équipements de pointe, pour avoir des ressources humaines qui coûtent cher parce qu'aujourd'hui, les ressources humaines sont de plus en plus rares et elles coûtent de plus en plus cher si on veut de la qualité, etc. Ça dépend, bref. Donc, ça dépend de votre positionnement. Les machines, etc. Tout ce que vous voulez, qui va peut-être un siège pour avoir maintenant des locaux pour accueillir les collaborateurs, etc. Donc, le plan d'affaires doit être jusqu'au détail près de tous vos besoins, aussi bien d'investissement que même courant. Machines, etc. Tout ça. Donc, il faut au détail. Ce n'est pas un document qu'on va banaliser, qu'on va juste faire pour faire. Parce que c'est, encore une fois, ce document-là, une fois qu'on l'aura publié, c'est ça que les investisseurs vont suivre. Chaque semestre, ils vont regarder, vous allez dire, OK, une fois que vous aurez ces moyens-là, vous allez générer tel chiffre d'affaires dans 6 mois. Nous, dans les projections, il faut qu'on soit pessimiste. Et donc, si on est pessimiste et que vous réalisez plus, les investisseurs vont se dire, non, ça c'est une entreprise qui est performante. Donc le cours de l'action va monter parce que les gens sont intéressés à acheter, parce qu'ils savent que ce truc-là, ça va encore plus. Donc, bien sûr, le plan d'affaires, il doit être très, très détaillé. Et il doit être rentable. Si le plan d'affaires n'est pas rentable, ça veut dire que le business, il y a un problème. Donc, il doit être rentable. Pour qu'il soit rentable, il faut que, de façon claire, si les ressources qu'il vous faut pour qu'il soit rentable, soient mobilisées, il faut le dire, il faut l'intégrer dans le business plan. Les coûts, les marges doivent être bien analysés pour que vous ne sortiez pas et qu'à la fin encore, vous ayez, voilà. En fait, notre principal job, le plus important, c'est de sensibiliser. C'est ce que tous les autres acteurs là n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est un connecteur. On s'est positionné comme cabinet dont le job, c'est se sensibiliser. C'est de montrer le coût d'opportunité qui est en train de vous passer sous le nez parce que simplement l'information n'est pas venue à vous. Moi, j'étais surpris quand une des SGI, très connue d'ailleurs, m'a dit que ça fait 5 ans qu'elle va à l'ADE-PME, qu'elle demande à l'ADE-PME de sensibiliser sur ces questions-là et que l'ADE-PME vous sensibilise uniquement sur les financements bancaires. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis un entrepreneur. Je suis expert comptable et entrepreneur. Donc, c'est pour ça que j'ai l'état d'esprit un peu entrepreneurial. Je préfère aller droit vers trouver des solutions directes. Les intermédiations, ça perd du temps. Aujourd'hui, on a des ressources qui sont là, qui ne sont pas optimisées. Le processus administratif d'aller voir la DPME, de discuter pourquoi ça fait 10 ans que vous ne faites pas votre travail, ça vraiment pas. Nous, notre job, c'est vraiment d'aller voir ceux qui en ont besoin
et de travailler avec eux pour que l'économie avance. Parce que ce qu'on peut régler avec cette problème, c'est avec simplement, on parle de connecter, hein. On parle juste, c'est comme si on branche juste, fait juste un branchement. Mais tout ce que ça implique pour l'économie, pour tous les acteurs de l'économie, c'est extraordinaire. Donc, ce n'est pas normal que ça soit encore en train de dormir. Et là, c'est quelque part de notre faute. Je suis désolé, nous sommes experts comptables. L'expert comptable est pour l'entrepreneur ce que le médecin est pour l'être humain. Donc, c'est notre responsabilité. Le valeur de l'entreprise n'est pas seulement liée à sa situation actuelle, mais à son potentiel de développement. Voilà. C'est à ça que ça sert de vous accompagner. C'est à ça que ça... C'est parce qu'on a vu que vous êtes capable de faire... Vous pouvez être en difficulté aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir. Et c'est même pour ça que ce compartiment-là existe. C'est pour aider les entreprises à passer le cap. C'est même pour ça, si vous regardez dans les critères, on n'a pas dit, dans le premier compartiment, on a dit qu'il faut une marge nette sur bénéfice de 3%. Une marge nette sur chiffre d'affaires de 3%. Chez les oranges, machin là. Mais ici, on n'a pas parlé de financier. On n'a pas dit chiffre d'affaires doit être tel. On a juste dit capital de 10 millions. On n'a même pas dit que votre résultat doit être de 100 millions. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse ici, c'est votre potentiel. Qu'est-ce que vous avez fait et quel est le potentiel que vous avez? On a lancé l'offre de service en août dernier. Et entre août et maintenant, on a 4 lettres de mission signées, donc 4 missions en cours, et 3 autres en cours de signature. Donc, on a plus ou moins 7 clients qu'on doit accompagner sur la BRVM qui seront là-bas d'ici mars ou plus tard. C'est ça, c'est clair. Maintenant, ce que je dis, l'un des clients ou les clients les plus avancés sont dans le numérique et effectivement, c'est sur cette base que je vous ai donné des exemples plus ou moins statistiques. Mais pendant les 6 ans que le compartiment là existait, aucune entreprise n'a fait la démarche de dire qu'elle veut se coter en bourse. Aucune. Jusqu'à en août où nous, on a décidé de faire ce travail. C'est ça le point. Aucune entreprise. Et j'ai discuté avec les listing sponsors. Il y a ce qu'ils appellent, la BRVM a mis en place ce qu'on appelle le programme BRVM Elite. Pour faire exactement le même job que nous, on est en train de faire là. D'aller sensibiliser, d'organiser des sessions de sensibilisation et de préparer. Et ils ont sélectionné une trentaine d'entreprises. Ils ont lancé un appel d'offres. Et sur une centaine qui ont postulé, 30 entreprises sur le marché, dans les 8 pays de l'UEMOA, ont été retenues pour être accompagnées, comme ce qu'on fait là, les sensibiliser aux questions du marché financier. Sur les 30, au Sénégal, je crois qu'il y en a 2 ou 3 au moins qui étaient dans le programme et qui viennent même d'être... Ils ont même publié sur leur site. Sur LinkedIn, vous voyez, ils ont publié. Je ne vais pas citer les noms des entreprises, mais voilà. Seulement que les entreprises, une fois qu'on a fini de les sensibiliser, il y a une question à laquelle on n'arrive pas à trouver la réponse. On leur dit maintenant, vous comprenez le marché financier. Vous comprenez que vous pouvez lever sur le marché. On vous a suffisamment sensibilisé. Ça a pris 3 ans pour les sensibiliser. On leur dit maintenant, venez déposer votre dossier. Les dirigeants disent non, ils attendent d'abord. Parce qu'il y a certains dirigeants qui ont toujours de céder des parts de leur entreprise. Parce qu'ils ont peur de se faire contrôler. Ils ont peur de partager le gâteau. Il y a un problème culturel qui est différent. Donc, vous voyez, il y a un autre travail ici à faire, qui n'est même plus un travail documentaire. Et ça, vous discutez avec toutes les listings sponsors, ils vous diront que le problème n'est pas documentaire. Ce n'est pas que les entreprises ne peuvent, c'est ici. Et que le vrai job, c'est de sensibiliser. Donc, c'est pour ça que nous, on a compris avant même d'y aller, parce qu'on pensait que c'était le régulateur qui ne communiquait pas assez, mais on a compris aussi que les entrepreneurs eux-mêmes, même quand ils ont l'information, même quand on les accompagne, sont frileux. Donc, il faut leur expliquer l'intérêt. L'intérêt. Quand vous prenez, malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais quand vous prenez le marché financier français ou le marché américain, vous avez plus d'1 million ou de 2 millions d'entreprises qui sont cotées. 1 million, 2 millions d'entreprises qui sont cotées. Ici, quand vous prenez les 8 pays de l'UEMOA, vous avez 40 entreprises cotées.
c'est les stats. Hein. C'est-à-dire que j'ai 2 millions d'entreprises qui viennent, qui déposent leur dossier et qui lèvent les fonds. En France, aux États-Unis, c'est pire. On parle de 10 millions d'entreprises. Les gens là-bas, quand ils se lèvent, ils créent 2 ans après, bim, ils déposent leur dossier, ils lèvent. Ici, on a 40. Quand on prend 8 pays réunis, 40. Au Sénégal, on en a à peu près 3-4. Sur les 40, il y a 10 ou 15 qui viennent de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que, en fait, l'argent là, on ne parle pas de quelqu'un, d'une seule personne qui vient vous donner de l'argent. On parle de tout un pays. On parle de particulier. C'est un appel public. Le nombre de personnes, on parle de combien d'habitants dans ces pays-là? Combien d'investisseurs qualifiés? Combien d'investisseurs institutionnels? Parce que je vous ai dit, il y a 2 types d'investisseurs. Il y a les investisseurs qualifiés et les investisseurs non qualifiés. Les investisseurs qualifiés, les 20%, c'est ce qu'on appelle les SGI. En réalité, les SGI vont avoir aussi bien des institutionnels, l'État, des banques, l'assurance. Parce qu'il y a des institutions qui sont là, hein, qui ont de l'argent qui dort dans leur compte bancaire. Les assurances, là, les compagnies d'assurance. L'argent est là, ça dort. Mais ils ne savent pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des obligations d'État. Taux d'intérêt 6,5% l'année. Mais ce n'est que ça qu'on leur propose. Est-ce qu'on leur a proposé vos entreprises, vos actions? Non. Et on parle d'une seule compagnie d'assurance. Le nombre de compagnies d'assurance qu'il y a au Sénégal, le nombre qui sont liquides, l'IPRES, caisse de retraite. L'argent dort. Et là, je parle des institutionnels. Et je parle du Sénégal. On parle de 8 pays. C'est ça qui vous montre la puissance du marché. On vous dit que quand la BOA rentrait en bourse au premier compartiment, ça a pris 30 minutes pour la BOA, pour lever 100 milliards. 30 minutes. Et je suis sûr même que les particuliers n'ont même pas eu le temps de réfléchir. Donc, imaginez le potentiel. On parle d'un potentiel qui dort. Qui dort. Mais honnêtement, quand vous êtes financier, que vous comprenez ça, c'est scandaleux. Je vous dis, c'est scandaleux. Non, parce que c'est anti-économique. C'est pour ça qu'on a réfléchi, on ne voulait avoir aucun argument qui nous serait opposable par une entreprise pour nous dire non, on ne veut pas y aller. On ne veut pas y aller parce que ça coûte cher. Non. On a discuté, tous les acteurs, on les maîtrise. On a des conventions avec tous les acteurs. Donc, aujourd'hui, là, on est verrouillé. Ils sont tous d'accord pour prendre votre dossier. Si c'est correct, si c'est bancable, c'est finançable, ils financent. Ils déposent, ils publient. Et la communication de la BRVM est forte. Parce que dès lors que vous êtes là-bas, l'investisseur, qu'il soit qualifié ou non qualifié, se dit que l'entreprise, là, elle n'a pas passé ces étapes-là pour venir là, pour jouer dans la... C'est que ça doit être un minimum sérieux. Et si je dois même courir un risque, je mets 20 000 ou 50 000 francs. C'est quoi? À l'échelle de 8 pays. Une seule entreprise peut financer 1 milliard. Une seule. Donc, ne me parlez pas de... Voilà. Les emprunts obligataires d'État à 6% là, quand ils sont émis, ça prend 3 jours et c'est fini. Les gens cherchent dans quoi mettre leur argent. Parce qu'il n'y a que 99% des gens qui sont des épargnants, des professionnels, et il n'y a que 1% d'entrepreneurs. Les 1% savent faire travailler l'argent, mais ils ont besoin d'argent pour faire plus d'argent. Et de l'autre côté, il y a 99% qui ne savent pas, qui ont de l'argent là, qui ont de l'argent récurrent qui dort, et qui, eux, ne savent pas quoi faire. Il faut juste que les deux se rencontrent. Donc le marché, il est énorme et il est illimité. Ce n'est pas de l'argent qui s'arrête quelque part. Ce n'est pas un fonds. Non. Ce n'est pas une banque. Non. C'est l'argent du système. Et plus vous êtes sérieux, et un entrepreneur qui a envie de se développer est forcément sérieux. Il a envie de grandir, il n'a pas envie de s'arrêter. Et c'est plus facile même d'évaluer votre fortune et de vous comparer à Dangote dans quelques années. Mais bien sûr, parce qu'il suffit juste de voir combien d'actions vous avez sur le marché, de multiplier par le coût de votre action, et on parle de vous dans la presse. C'est aussi simple que ça. Dès que vous êtes sur ce marché-là, automatiquement, les gens qui sont aux États-Unis, parce que ce marché-là est connecté au marché américain,
est connecté au marché français, est connecté à la bourse du Nigeria, du Kenya. Ils ont des conventions avec toutes les places financières. D'ailleurs, même le programme BRVM Elite que la BRVM a initié, c'était en coopération avec la BRVM du Maroc. Quand j'ai mis cet exemple-là, ce n'est pas pour dire qu'on doit faire ça forcément. C'est pour juste dire que c'est possible, les gens le font. Mais au cas par cas, ça va être différent. La réalité de chaque entreprise, chaque dirigeant va être différente. Moi, je ne recommanderais pas en Afrique de faire plus de 50, de céder au marché plus de 49%, quel que soit le schéma. Pour le moment. Et pas en tout cas pour l'heure. Pour l'heure, on parle de céder 10%, 20% maximum. Pourquoi? Pour financer la croissance. Je pense qu'avec ça déjà, nos entreprises qui sont là, peuvent... Non, franchement. On va éclater, les gars. C'est-à-dire que, franchement, il y aura déjà suffisamment de chiffres. Après, on peut s'amuser à regarder le cours de l'action, ce qu'il vaut, est-ce qu'il est compétitif par rapport aux actions aux États-Unis, etc. Est-ce qu'on est déjà dans la cour de Dangote ou pas, etc. Mais on a des championnes ici qui ont juste besoin d'un coup de pouce. Et il n'y a pas d'analyse parce que le seul élément, c'est que ce soit une entreprise qui répond aux droits des sociétés, à la définition d'entreprise commerciale, tel que le prévoit le droit des sociétés commerciales et du GIE, quel que soit le secteur d'activité. Il faut juste que ce soit une entreprise commerciale, qu'elle soit une pâtisserie, un restaurant, un hôtel, une clinique, même un cabinet d'expertise comptable. Seulement que les professions libérales, comme les cabinets d'expertise comptable d'avocats, ont des règles. Dans la profession, on dit que seul un tiers du capital peut être cédé à des non-professionnels. Donc, dans certaines professions, on calibre. Et ça, c'est la profession elle-même qui calibre. Mais dans les autres métiers, dans les autres activités, qui sont des activités commerciales, aucun problème. Quel que soit le secteur. Le secteur, il n'y a pas un problème de secteur. Parce que la notion de secteur, c'est plus dans la notion dans les fonds d'investissement. C'est eux qui investissent par secteur, par sensibilité, par priorité, ou les banques de développement, etc. Ici, ce n'est pas une banque de développement. On parle de vous et moi. Je décide de si je veux, j'achète les actions d'une pâtisserie. Parce que je trouve que ça marche bien. Je décide si je veux, j'achète les actions d'un pressing. Et je décide si ça marche bien. Le secteur n'est pas tout secteur. Activité commerciale telle que est définie le droit des sociétés commerciales et du GIE. On fait le même job que l'arrangeur, que la listing sponsor. La seule différence, qu'on n'a pas l'agrément. Mais on fait ça pour gagner du temps à l'arrangeur. Parce qu'on n'a pas envie qu'elle perde du temps à refaire ce que nous on fait là. Son job, c'est quoi? C'est de déjà discuter avec le client, collecter les documents nécessaires, analyser les documents, faire le montage de dossier, préparer la note d'information, faire l'évaluation, évaluer pour voir quelle est la valeur de l'entreprise et combien on peut créer en titre, quel serait le prix d'introduction. Donc c'est ce que... Mais nous on prépare, on fait ça, on envoie à l'arrangeur. L'arrangeur fait ce qu'on appelle une revue de conformité pour voir si ce qu'on a fait est bon. Nous, ça c'est un process que nous avons créé parce que l'arrangeur, en réalité, c'est simple. Vous deviez aller voir l'arrangeur pour lui donner qu'il fasse le même travail. Ou plutôt, l'arrangeur devait venir vous voir. Mais l'arrangeur ne fait pas. Pourquoi? Parce que l'arrangeur aussi, il fait des emprunts obligataires à 100 milliards, 150 milliards. Quand une PME vient lui demander 1 milliard, en tout cas, si la PME ne vient pas à elle, à lui, ce n'est pas lui qui va se déplacer pour 1 milliard. Vous voyez un peu? Donc, il faut encore, une fois, malheureusement, encore, une forme de connecteur pour montrer la voie. Donc, nous, finalement, au lieu d'être un simple connecteur, on préfère faire le travail pour aller vite, de l'arrangeur pour aller vite. Donc, l'arrangeur et nous, on fait le même travail parce que, encore une fois, l'arrangeur, c'est la listing sponsor. Et la listing sponsor, c'est soit la SGI, soit le cabinet d'expertise comptable agréé par l'AMF UEMOA à déposer le dossier à l'AMF pour validation. À la levée, on se positionne jusqu'à l'accompagnement. Comme je vous ai dit, pour moi, le travail, ce n'est pas de vous faire lever, c'est de vous accompagner dans la durée, à faire progressivement des levées, à regarder la stratégie d'optimisation fiscale parce que ce que l'arrangeur ne fait pas et que nous on fait, c'est de prévoir un plan d'optimisation fiscale. L'arrangeur ne le fait pas.
Parce que son job, c'est de vous monter le dossier, de vous lever. C'est tout. Mais nous, on combine les deux. On combine la levée, là, on prépare une stratégie d'optimisation fiscale qui va vous être proposée au moment où le dossier va passer. Parce qu'une fois que vous jouez là-bas, ce n'est pas la même chose. Nous, on continue à faire le travail avec vous. L'arrangeur, il va se limiter simplement à vous donner l'argent. Hein, et il vous laisse comme ça. Nous, non. Nous, on va vous accompagner. On devient votre conseil. Parce qu'on a dit une fois, encore une fois, on va vous aider à passer de la PME à la multinationale. Ce n'est pas simplement en vous donnant 1 milliard qu'on le fait, mais c'est en étant avec vous. Si vous avez besoin de financement, nous on rajoute à ça 1 milliard 100 millions, qui est le coût global de l'obligation. Donc, ce qu'on va soumettre à l'arrangeur, c'est 1 milliard 100 millions. Donc, à aucun moment, vous n'allez le ressentir. Parce qu'on sait qu'à la fin, qui paye la facture? C'est le public. Le public, pourquoi? Parce qu'eux, ils sont restés tranquilles dans leur chambre. Les gens ont fait tout le travail et sont venus leur proposer une opportunité d'investissement. Donc, ça coûte de l'argent quand même, je suis désolé. Et la moyenne mondiale, quand vous faites une introduction en France, aux États-Unis, c'est 10-12% le coût d'une introduction. Seulement que, quand on regarde le coût comme ça, en pensant que c'est le coût du financement, comme si c'était un coût bancaire ou en tout cas le coût du financement, l'erreur, c'est de penser que c'est juste le coût du financement. En réalité, vous payez deux choses. Vous payez le financement et vous payez le marketing, la visibilité. La visibilité pour une entreprise n'a pas de prix. Parce qu'on parle de payer ça, obtenir du financement, clients naturels qui sauront que vous existez, qui vont se renseigner sur vos pages, vos trucs, et qui vont commencer à voir où est-ce qu'il y a des clients naturels. Donc, vous êtes en train de gagner. C'est-à-dire que la simple opération là peut même bouleverser vos chiffres, vos prévisions de chiffre d'affaires en rien de temps. Quelqu'un m'a demandé, quand j'étais au Bénin, je faisais la même présentation au Bénin, quelqu'un m'a demandé, mais vous nous présentez que les avantages. Quels sont les inconvénients? Et je dis, il n'y a aucun inconvénient. Il n'y a qu'une seule contrainte, c'est la transparence. Vous allez voir n'importe quel listing sponsor, ils vous diront la même chose. Il n'y a aucun inconvénient, il n'y a qu'une contrainte, c'est la transparence. Quand ça se passe bien, vous dites. Quand ça se passe mal, vous dites. Ce n'est pas de votre faute si ça se passe mal. Tant que ce n'est vraiment pas de votre faute. C'est juste ça. Et ce n'est pas pour rien qu'on a mis une SA. Pour qu'il y ait un conseil d'administration. On a demandé que les états financiers soient certifiés par un commissaire aux comptes. Donc, il faut un commissaire aux comptes qui va venir conseiller. Dans les recommandations du commissaire aux comptes, il y a l'opinion, mais il y a aussi l'organisation, le contrôle interne, tout ce qui est procédure à mettre en place. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels il faut travailler, progressivement vous améliorer. Le plus important, c'est que vous, dans votre business, vous soyez bon. Et ça, une fois que vous êtes déjà là, c'est que vous êtes bon. Ce n'est pas ça le sujet. Nous, on ne rêve que de ça. On est découragé à la limite parce que vous ne venez pas. C'est le langage qui m'a tenu. On ne rêve que de ça, que vous venez levier. Mais tout le monde est gagnant. Personne n'est perdant. Par contre, nous, on veut s'assurer de vous accompagner pour que vous puissiez être serein. Vous continuez votre pilotage de votre business. Nous, on s'occupe de la partie financière, suivi, accompagnement, gestion, pour s'assurer que quand il faut reporter à la bourse, nous, on fait le reporting, on valide avec vous et ça passe. Donc, par exemple, les axes stratégiques de levée, comme je disais tantôt, bien, même si vous venez ici sur ce compartiment, vous faites une première levée, il y a des moments où vous aurez peut-être besoin de financement, peut-être d'exploitation, tout dépend. Au lieu d'aller vers la banque, moi je vous dirais, venez encore ici, mais au lieu de prendre des actions, vous prenez des obligations. Ça va coûter moins cher. On ne va pas vous demander de mettre un immeuble en hypothèque, etc. Ensuite, lorsque même vous serez suffisamment gros et que vous devez encore venir faire une deuxième levée, mon objectif, c'est que pour la deuxième levée, vous ne veniez pas lever là, mais que vous tutoyez la Sonatel. Puisque ici, c'est pour vous permettre d'aller là, pour être encore plus gros. Donc, pour la première levée, vous la faites là, mais la deuxième levée, vous pouvez la faire là directement.
Et là, votre entreprise est encore plus crédible et plus forte. Ici, on parle de 2 à 10 millions de titres. Ici, on parle de 500 000 titres. Si vous êtes rentré à 4 000 francs, vous levez 2 milliards. Si vous êtes rentré ici à plus que 4 000, parce que là, si vous rentrez à 4 000, 5 ans après, vous n'êtes pas à 4 000. On est bien d'accord. Si même on supposait qu'on est gentil, qu'on a fractionné l'action et qu'on a mis à 12 500 l'action et que vous êtes rentré à 2 millions de titres, vous voyez les montants. À 10 millions de titres, on parle de montants. Et ces montants-là, en réalité, en tant qu'entrepreneur, vous êtes encore mieux habilité à savoir comment les utiliser pour faire le multiplicateur. Et on parle là de vous aider à vous implanter dans l'Afrique. Parce que j'ai vu des solutions qui existent ici, qui n'existent pas au Bénin, qui n'existent pas en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu aussi inversement des solutions qui sont là-bas, qui n'existent pas ici. Et en même temps, même s'il y a les mêmes solutions, chaque acteur a son marché, a son identité, a sa faction, à son segment. Ce n'est pas parce qu'il y a Orange qu'il n'y a pas Free. Il y avait Orange, mais Free est arrivé. Ce n'est pas parce qu'il y a Kiren qu'il n'y a pas Casamançaise. Donc, même sur les mêmes segments, comme le disait tantôt le monsieur, si vous êtes tous sur le même segment, est-ce qu'une ne sera pas plus attractive? Non, il y a toujours... Vous allez avoir vos parts de marché et donc en même temps vos parts d'investisseurs également. Une filiale peut rentrer. Il faut juste qu'elle réponde aux mêmes critères. Qu'elle soit sous la forme SA, oui, la filiale peut rentrer. Et d'ailleurs, même c'est ce que j'allais dire. Quand vous créez une filiale, c'est mieux de la faire rentrer sur le marché de façon indépendante. C'est encore plus stratégique. C'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, vous pouvez lever ici pour renforcer la mère et financer une première filiale sur forme de la mère et ensuite laisser la filiale avoir ses marques pour maintenant lui permettre de rentrer aussi sur le marché de son pays. Parce que le même marché est présent. Vous pouvez entrer sur la bourse dans les 8 pays. Chaque pays a son antenne. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que notre positionnement, c'est d'être présent dans les 54 pays d'Afrique en 10 ans. Parce qu'on sait que c'est là où on veut vous amener. Si vous voulez vous implanter en Côte d'Ivoire, on sera là. Si vous voulez vous implanter au Kenya, on sera également là. Parce qu'il y a un marché kenyan. Pareil. Il y a un marché en Afrique centrale. Pareil. Il y a un marché nigérian, évidemment. Il y a un marché en Afrique du Sud. Pareil. Donc les mécanismes sont là. Il y a encore d'autres produits. Il y a la titrisation. Vous pouvez vendre des créances, convertir des créances en titres et le mettre sur le marché. Nous, il suffit juste qu'on évalue la liquidité des créances, qu'on travaille avec la listing sponsor. Donc, aujourd'hui, le marché financier, j'avoue que le régulateur, il a fait un excellent travail pour mettre les bases. Maintenant, il faut qu'on puisse communiquer et le rendre digeste et accessible aux entrepreneurs pour que la dynamique. Les premières entreprises qui vont y aller vont donner un peu le pas pour que la vague suive. Okay. C'est bon? Donc, l'essentiel est dit. Et je vous remercie aussi de la disponibilité.